Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur la chaîne Soigne ton art. Alors aujourd'hui nous terminons notre petite série de vidéos sur l'intelligence émotionnelle, quatrième et dernière vidéo, dans laquelle en fait nous allons poursuivre la petite méthodologie que nous avions démarré lors de la vidéo 3, la vidéo précédente, et aujourd'hui pour développer donc et cultiver l'intelligence émotionnelle, et en fait aujourd'hui on va voir deux nouveaux dispositifs, les deux derniers, à savoir, donc c'est le sommaire, s'ouvrir à de nouvelles expériences, ensuite développer l'empathie et cultiver les liens avec soi et avec les autres. Donc là, ainsi qu'on a pu le voir lors de la précédente vidéo, pour développer et cultiver l'intelligence émotionnelle, je fais un petit rappel, il est nécessaire en fait de proposer une méthodologie qui s'inscrive selon un certain ordre, avec particulièrement donc, un travail coûte que coûte sur le lâcher-prise pour permettre aux personnes accompagnées qu'elles puissent lever leur résistance et appréhender au plus près la notion d'instant présent. Ensuite, un travail sur la connaissance de soi, donc un travail à travers l'expression créatrice sur les forces, ses faiblesses, sur ses limites, son système de valeurs et de croyances. Ensuite, un travail sur l'ouverture à de nouvelles expériences, pour améliorer la faculté d'adaptation et apprendre à sortir de sa zone de confort. Enfin, un travail vraiment sur le processus typiquement empathique et sur les liens inter- et intra-subjectifs. Donc, comme nous avons déjà abordé le lâcher-prise et la connaissance de soi précédemment, aujourd'hui, nous abordons particulièrement les notions de s'ouvrir à de nouvelles expériences, donc sortir de sa zone de confort, et les notions de développement du processus empathique. Alors, s'ouvrir à de nouvelles expériences. Ce qu'on peut dire, c'est que la connaissance de soi est un apprentissage permanent et en fait, apprendre à se connaître passe par l'expérimentation afin d'explorer le plus possible des zones de soi-même peu connues, voire parfois insoupçonnées. Et pour ce faire, il est donc nécessaire que le thérapeute propose aux personnes accompagnées des jeux qui vont faire intervenir une forme ou une bonne dose, je dirais, d'inattendu, d'impromptu, avec comme objectif majeur de faire sortir ces personnes de leur zone de confort et donc de favoriser l'expression d'une large palette d'émotions chez elles. Alors, ce qu'il faut dire également, c'est qu'aller à la découverte de nouvelles expériences, cela signifie donc de fait perdre tout ou partie le contrôle de la situation et donc lâcher prise. Mais perdre le contrôle ne signifie pas pour autant faire n'importe quoi. Et c'est là, en fait, que l'intelligence émotionnelle va être mise à contribution pour, on va dire au sens large, nous aider à nous adapter. Et en fait, cette faculté de s'ouvrir à d'autres expériences et en fait à s'adapter relève typiquement de ce qu'on appelle l'apprentissage émotionnel. Et que plus on sera malléable, à savoir plus on sera en capacité de moduler nos émotions en fonction de nouvelles situations ou de nouveaux environnements, plus on sera à même de s'adapter, de trouver sa place et donc de retrouver un équilibre. Ça signifie que d'un point de vue du dispositif, en séance, les jeux, exercices proposés par le thérapeute doivent donc avoir pour objectif d'explorer l'intelligence intrapersonnelle dans ses différentes composantes, à savoir que la personne arrive à mieux connaître ses réactions face à tout ce qui relève de l'imprévu, que la personne puisse identifier, reconnaître ses émotions et les adapter en fonction des situations, de chaque situation. Donc c'est vraiment du sur-mesure. Que la personne puisse définir ses priorités et mobiliser surtout ses ressources pour agir face au développement et à l'imprévu. Qu'elle puisse également développer dans des situations inattendues, qu'elle puisse développer son sens de l'imagination et sa créativité secondaire pour trouver, à ce moment-là précis, des solutions adéquates. Enfin, pour que la personne puisse favoriser l'expression de ses émotions négatives, mais réguler en même temps ses émotions, favoriser l'expression de ses émotions positives et surtout réguler ses émotions négatives, ceci afin de tendre vers un équilibre émotionnel. Alors, exemple de jeu de dispositif, là je vais être encore une fois très succinct, on n'a pas le temps, mais ça donne des indications. Moi, il y a ce que j'appelle tout ce qui est de l'ordre de l'imprévu, par exemple pictural. Donc là, ça peut être de la peinture gestuelle seul, à deux et ensuite à plusieurs, mais toujours le faire graduellement avec l'ensemble du groupe. Des figures imposées que le thérapeute, par exemple, contraigne, entre guillemets, impose
une forme ou des formes, une couleur, des couleurs, et que la personne crée à partir de ces contraintes, on va dire, des contraintes en l'occurrence plutôt matérielles. Après, ça peut être des contraintes spatiales, des contraintes de temps. Donc là, c'est ce qu'on appelle vraiment de la figure imposée. Ensuite, il y a tout ce qui est de l'ordre plutôt du travail sur la malléabilité, la flexibilité. Exemple, le thérapeute demande à chaque personne du groupe de choisir, de collecter des images, des expressions dans des revues, dans des magazines, de les déchirer, de les découper, etc. Chacun se constitue son stock. À la fin, le thérapeute les regroupe tout ensemble, mélange tout, redispatche ensuite des stocks à peu près identiques à chaque personne, donc qui se retrouve avec évidemment des images, des mots, des expressions que la personne n'avait pas choisies, et à partir de ça, qu'elle crée cependant un collage, qu'elle fasse une création qu'elle rentre dans un collage. Il y a aussi de l'ordre de tout ce qui est du scénique, et notamment par exemple de ce que j'appelle les scènes impromptues. Le thérapeute demande aux participants, par exemple de se mettre par groupe de deux, des duos, et sur une scène symbolique d'engager l'un en face de l'autre, une conversation complètement improvisée. Autre dispositif, le thérapeute propose une situation imaginaire, plutôt un peu surréaliste, avec un participant qui est donc tiré au hasard, qui devient le protagoniste. Celui-ci doit improviser, jouer la scène, et il doit choisir d'autres participants qui seront les antagonistes pour faire vivre cette scène. Dernier exemple, toujours scénique. Le thérapeute suggère le début d'une histoire avec deux personnes, une situation à l'environnement donné. Le premier groupe, le premier duo joue le début de cette histoire en improvisant. Lorsque le cadre est posé, que la première scène est jouée, un second duo entre en scène, prend la suite et fait vivre l'histoire. Voilà. Il y en a plein d'autres, et là c'est juste pour donner des pistes. Ensuite, venons-en à la question de développer l'empathie et cultiver les liens avec soi et les autres. Ce qu'on peut dire, c'est qu'après avoir exploré notre intelligence intrapersonnelle, nos propres émotions et notre capacité d'adaptation, en fait, il s'agit ensuite de travailler sur la question des liens interpersonnels. Et là, si on se réfère à nouveau à Howard Gardner, donc le théoricien des intelligences multiples, ce qu'on peut dire, c'est que l'intelligence interpersonnelle, donc l'autre, qui est l'autre composante de l'intelligence émotionnelle, elle se caractérise avant tout par la capacité à distinguer ce qui singularise les personnes, plus particulièrement les différences d'humeur, de tempérament, de motivation aussi, mais également d'intention. Et en fait, Gardner va même encore plus loin puisqu'il précise que l'intelligence interpersonnelle peut permettre de déceler chez l'autre ses projets, ses désirs, même si ceux-ci ne sont pas vraiment formulés. En fait, la question de la relation interpersonnelle, elle est au cœur de la psychologie sociale, sachant que la psychologie sociale s'est constituée en fait en cherchant à comprendre les comportements sociaux individuels et collectifs. Et en fait, en traitant des facteurs en jeu dans les comportements humains, en fonction des rapports aux autres, la psychologie sociale nous éclaire particulièrement sur les notions de relation et de communication interpersonnelle, mais qui sont souvent confondues. Alors ce qu'on peut dire pour faire le distinguo, c'est que la communication, elle est un moyen à travers lequel se construisent et se développent les relations, tandis que la relation représente une caractéristique de notre être au monde qui se définit comme le lien à l'autre. Et que le concept de la relation est donc beaucoup plus fondamental, puisque sans relation déjà, il n'y a pas véritablement de communication interpersonnelle, et que la relation à l'autre passe obligatoirement par le processus empathique qui permet de créer le lien, et ce, quelle que soit la nature du lien. On parle en fait à ce sujet de lien empathique, à savoir un lien qui reconnaît l'autre et qui confirme en fait son existence. Alors, considérant que le lien empathique agit dans les deux sens, et moi c'est ce que je résume, un peu de manière très, très schématique, c'est-à-dire que sans autre, il n'y a pas de moi. Alors, ce qu'on peut dire également, et pour conclure sur cette question-là, c'est que ressentir et comprendre les émotions d'autrui, c'est à la portée de tout le monde. Mais pour entrer dans un véritable processus empathique, il faut d'abord bien se connaître, c'est pour ça qu'on travaille avant tout la connaissance de soi, avoir confiance en soi et une bonne estime de soi. Et que donc l'empathie est une forme de savoir-être qui passe particulièrement par la compréhension de ses propres émotions et la compréhension de celles des autres. Et en fait, l'apprentissage émotionnel donne la possibilité d'apprendre à réguler ses émotions lorsque celles-ci sont inadaptées, aussi bien pour soi que pour les autres. Et à partir du moment où l'on a soi-même appris à réguler ses propres émotions, il est alors possible, dans cette empathie, de pouvoir réguler en partie celle de l'autre, et donc de tendre, on peut dire, vers un niveau d'activation émotionnelle équilibré dans la relation. Et c'est à ce niveau-là
que se joue la construction de véritables liens empathiques. Petite précision, toujours sur cette question-là, qui est fondamentale, c'est que depuis quelques années, les neurosciences ont mis en évidence qu'il existe dans le cerveau humain des neurones miroirs qui s'appareillent et qui en fait permettent d'éprouver des émotions en miroir de celles ressenties par l'autre. Et qu'en fait, ces neurones miroirs donc, faciliteraient le processus empathique, ce qui tendrait à prouver que le cerveau humain est programmé pour être interdépendant. Et donc que nous sommes tous, d'une certaine façon, entre guillemets, programmés pour être interdépendants avec les autres. Alors, voyons voir pour les jeux dans ce cadre. Alors, petite précision d'un point de vue du dispositif, pour travailler sur cette question du processus empathique et de la relation à soi et aux autres, que dans ce cadre, les jeux sont tous collectifs, mais selon les dispositifs précis, c'est-à-dire travailler d'abord par groupe de deux, par des duos, ce qu'on a commencé à faire précédemment, ce qui permet en fait à chaque personne de travailler sur le processus empathique avec un seul interlocuteur d'abord, pendant l'instant présent. Avec l'idée qu'ensuite le duo, le groupe de deux, s'ouvre progressivement à chaque membre du groupe, à chaque participant. Et que l'objectif majeur en fait est de développer graduellement l'ouverture empathique de chacun. Enfin, les participants peuvent créer individuellement, puis regrouper leur création pour n'en faire qu'une, de façon à pouvoir apprendre à tisser des liens créatifs ensemble. Et ça, c'est ce qu'on appelle donc un dispositif semi-collectif. Et cette approche transversale, elle doit permettre en fait de travailler sur la notion d'ajustement émotionnel, ou comment en fait partager et comprendre les émotions de l'autre, tout en conservant sa propre subjectivité. Alors, petit exemple de jeu, encore une fois très succinct. À vous après de réfléchir, il y a tout ce qui est de l'ordre des dialogues créatifs, donc ça peut être des dialogues graphiques, là je renvoie au Squiggle de Winnicott, donc un dialogue pictural à deux, l'un en face de l'autre, une feuille au milieu, on se répond par des formes, par des tracés simples, sans échange de paroles, ça peut être aussi du dialogue musical, du dialogue en mime, du dialogue en mouvement, à partir par exemple d'une thématique proposée par le thérapeute, ça peut être aussi l'écriture de scénarios par des groupes de deux participants, et lorsque chaque duo a écrit son scénario, le thérapeute les mélange et les redistribue au hasard, de manière à ce que chaque duo en fait joue un scénario écrit par un autre. Et en fait, les scénarios tournent ensuite. Alors après, il y a la notion de se relier les uns aux autres, où là, ça peut être un dispositif qui fonctionne très bien, c'est sur un très grand support qui peut être de l'ordre très grand carton, où en fait, par exemple, sur ce très grand carton, chacun en fait trouve sa place, c'est-à-dire dessine la place qu'il veut prendre sur ce carton, le découpe. Sur une thématique proposée par le thérapeute, chacun crée ensuite individuellement, puis regroupement des créations, et surtout trouver chaque participant trouvant des liens, faisant des liens, créant des liens pour que l'ensemble réuni forme une création commune. C'est un exemple. Il y a également, d'un point de vue scénique, ce que j'appelle trouver sa place. Le thérapeute propose le début d'une histoire avec deux personnages, une situation, un environnement donné. Un premier groupe, par exemple un duo, joue le début de cette histoire en improvisant. Lorsque le cadre est posé et que la première scène est jouée, à ce moment-là, un troisième participant, une troisième personne accompagnée entre en scène, s'insère dans la scénette, trouve sa place, puis un quatrième, puis un cinquième, et l'ensemble faisant vivre à la fin une histoire. Voilà. Un dernier point pour conclure. Il est toujours très intéressant, dans le but de développer le processus empathique, bien d'organiser aussi, je dirais, des sorties hors les murs. Par exemple, aller voir des expositions en groupe restreint, pourquoi pas un concert, pièce de théâtre. C'est aussi un excellent moyen de travailler sur l'apprentissage émotionnel en groupe, un excellent moyen pour stimuler en fait les émotions, les partager surtout, les confronter et les comprendre. Voilà, c'était donc la dernière vidéo qui clôture la série sur l'intelligence émotionnelle. Bien évidemment, alors nous n'avons pas tout vu car le sujet est très vaste, mais l'idée c'est que cela vous donne un aperçu et un bon aperçu, je l'espère. Si vous souhaitez réagir ou me contacter au sujet de cette vidéo, je vous renvoie à la barre d'information de la chaîne. Sinon, à très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien, le mieux possible et surtout, n'oubliez pas de soigner votre art. Bye bye, à bientôt.